Il fut un temps où dire que la France allait mal relevait de l'opinion, un ressenti, une impression, une querelle de comptoir entre optimistes et pessimistes. Ce temps est révolu. En 2026, la dégradation de la situation française n'est plus une opinion, c'est une réalité documentée par les chiffres officiels de l'INSEE, de la Banque de France, du FMI et de la Commission européenne. Le taux de chômage a atteint 8,1% au premier trimestre 2026, son plus haut niveau en 5 ans. Le PIB s'est contracté de 0,1% au premier trimestre. La dette publique frôle les 116% du PIB, soit 3 537 milliards d'euros. Le pouvoir d'achat des ménages a baissé de 0,8% en 2025 et continue de reculer. Les défaillances d'entreprises ont franchi le seuil des 70 200 sur 12 mois, un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire. Ces chiffres ne viennent pas d'un parti politique ni d'un commentateur alarmiste, ils viennent des institutions officielles de la République française elle-même. Et derrière ces indicateurs macroéconomiques se cache une réalité vécue par des millions de Français dont les indicateurs de confiance sont désormais inférieurs à ceux observés pendant la crise du Covid ou même pendant la période des Gilets jaunes. Un Français sur 5 se considère aujourd'hui en situation de précarité. 43% placent le pouvoir d'achat en tête de leurs préoccupations. 42% l'insécurité. Ces chiffres disent un malaise profond, structurel, documenté, dont personne ne peut plus nier l'existence. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les 10 raisons pour lesquelles la situation se dégrade en France en 2026, avec les données officielles qui documentent chacune d'entre elles. Non pas pour désespérer, mais pour regarder la réalité en face avec l'honnêteté que la gravité de la situation exige. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, des analyses précises et documentées sur les réalités françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. Première raison, le chômage qui explose à une vitesse comparable aux grandes crises économiques du passé, avec 2,6 millions de demandeurs d'emploi et une jeunesse dont plus d'un sur 5 est sans travail. Le taux de chômage en France a atteint 8,1% au premier trimestre 2026, son plus haut niveau en 5 ans selon les données de l'INSEE dévoilées à la mi-mai. Mais ce n'est pas seulement le niveau qui inquiète, c'est la vitesse. Le chômage a progressé de 0,7 points en seulement un an, une accélération que certains économistes comparent aux grandes périodes de crise économique passées. 5 trimestres consécutifs de hausse, une tendance de fond que les données officielles confirment comme structurelle et non conjoncturelle. 2,6 millions de demandeurs d'emploi au sens du Bureau international du travail. Et derrière ce chiffre, les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés, avec un taux de chômage de 21,1%, soit 2 points de plus sur un an et 4,5 points de plus en 3 ans. Plus d'un jeune Français sur 5 entre dans la vie active dans un marché du travail qui ne peut pas l'accueillir. Une génération dont les perspectives d'insertion professionnelle stable sont documentées comme parmi les plus difficiles depuis des décennies. Cette dégradation du marché de l'emploi pèse directement sur la consommation des ménages, moteur principal de l'économie française. Lorsqu'une population craint pour son avenir professionnel, elle réduit ses dépenses, ce qui accentue encore le ralentissement économique. Un cercle vicieux, documenté, dont la France peine à sortir. Et derrière les statistiques officielles, certains économistes estiment que le chômage réel dépasse largement les chiffres affichés, une fois comptés les travailleurs découragés et les emplois précaires subis. Deuxième raison, la dette publique hors de contrôle qui atteint 116% du PIB et dont les intérêts dévorent progressivement les marges de manœuvre de l'État. La dette publique française frôle les 116% du PIB en 2026, soit 3 637 milliards d'euros selon les projections de la Fondation IFRAP. Ce chiffre, difficile à saisir dans son ampleur, représente environ 54 000 euros de dette par habitant, nourrisson compris. Et cette dette n'est pas seulement un chiffre abstrait, elle produit des conséquences concrètes et documentées sur la capacité de l'État à agir. La charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que la France paie chaque année pour emprunter, atteint 58 milliards d'euros en 2026, selon les données disponibles. Avec un taux à 10 ans qui frôle les 4%, chaque renouvellement de dette coûte plus cher que le précédent. La France doit refinancer 900 milliards d'euros de titres de dette et chaque point de taux supplémentaire génère des milliards de dépenses additionnelles. Comme le dit le gouverneur de la Banque de France, les intérêts de la dette prennent de plus en plus notre marge de manœuvre. Le FMI exige désormais 25 milliards d'euros d'économies annuelles pour éviter un décrochage financier. La France fait l'objet d'une procédure de déficit excessif de la Commission européenne qui exige une correction budgétaire d'ici 2029. Et Standard & Poor's surveille la note de la France, une dégradation augmenterait encore le coût de la dette dans une spirale dont il devient de plus en plus difficile de sortir. La France est entrée, selon les termes des analystes, en zone rouge. Troisième raison, le pouvoir d'achat qui s'effondre sous le poids d'une inflation qui repart alors que les salaires réels reculent.
Le pouvoir d'achat des ménages poursuit sa dégradation. Après avoir baissé de 0,8% en 2025, il accuse un nouveau recul au premier trimestre 2026, selon la Banque de France. Et cette dégradation intervient au moment où l'inflation repart. Les prix à la consommation ont augmenté de 2,4% sur un an en mai 2026, leur plus forte progression depuis 2 ans. Les prix de l'énergie ont bondi de 16,8% en mai sur un an. Depuis 2021, les Français subissent une hausse massive du coût de la vie. L'énergie a bondi de près de 60%, l'alimentation affiche des augmentations dépassant parfois 25%. Et pendant ce temps, les salaires n'ont pas suivi, provoquant une chute brutale du pouvoir d'achat réel. L'INSEE prévoit même une baisse des salaires réels, ajustés de l'inflation, de 0,5% au deuxième trimestre 2026. Les Français travaillent autant, mais leur travail leur permet d'acheter de moins en moins. Cette réalité alimente un profond malaise social. Les revalorisations salariales, quand elles existent, sont souvent absorbées par la hausse cumulée des prix des années précédentes. Et elles sont très inégalement réparties, bénéficiant principalement aux profils qualifiés, tandis que les employés, ouvriers et travailleurs précaires connaissent une stagnation salariale documentée. Le sentiment de déclassement exprimé par de nombreux Français n'est pas une impression, c'est une réalité mesurée par les données officielles. Quatrième raison, la pauvreté qui atteint un niveau record jamais vu depuis 30 ans, avec près de 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté a atteint 15,4% en 2023, un record sans précédent depuis le lancement du suivi de cet indicateur en 1996 selon l'INSEE. La France compte 9,8 millions de pauvres. Et en l'espace d'une seule année, 650 000 personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté. L'équivalent de la population de Lyon qui franchit en 12 mois le seuil en dessous duquel vivre en France devient une lutte quotidienne pour la survie financière. Un Français sur 5 se considère aujourd'hui en situation de précarité selon le baromètre Ipsos 2025 de la pauvreté, principalement en raison de revenus jugés insuffisants. Et cette pauvreté touche particulièrement les plus vulnérables. Plus d'une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté en 2023, avec une hausse de 2,9 points en un an, des mères seules avec des enfants dont les revenus ne couvrent plus les charges essentielles. Pendant ce temps, les budgets communaux consacrés à l'action sociale ont reculé de 3,6% entre 2020 et 2023, soit 160 € de moins par personne pauvre chaque année. Moins de ressources pour plus de pauvres. Une équation impossible qui dit tout de l'ampleur du décrochage entre les besoins sociaux et les réponses publiques. Le nombre de milliardaires et leur fortune augmente constamment, pendant que les revenus des classes populaires stagnent et que la pauvreté des plus pauvres s'accroît, une polarisation documentée qui déchire le tissu social français. Cinquième raison, les faillites d'entreprises qui atteignent un niveau record signalent d'un tissu économique qui se fragilise dangereusement. On arrive à la moitié de ce classement. Si cette vidéo met des chiffres officiels sur une réalité que vous vivez ou observez, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne. Un abonnement et un like permettent à cette chaîne de continuer chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Le nombre de défaillances d'entreprises s'établissait à plus de 70 200 en cumulé sur 12 mois en avril 2026, selon la Banque de France, franchissant un seuil symbolique. Sur un an, la hausse atteint 4,6% et leur nombre dépasse désormais celui observé avant la crise sanitaire. Il y a 10 ans, elles étaient légèrement supérieures à 60 000. Cette progression concerne l'ensemble des tailles d'entreprises et la plupart des secteurs d'activité. Cette hausse s'explique par une conjoncture dégradée, imputable aux chocs successifs et aux incertitudes accrues qui ont fragilisé la situation financière de nombreuses entreprises. De nombreuses PME ne parviennent plus à rembourser leurs dettes accumulées, notamment les prêts garantis par l'État contractés pendant la crise sanitaire. Et derrière chaque défaillance d'entreprise, ce sont des emplois détruits, des familles touchées et des territoires qui perdent leur tissu économique local. L'investissement des entreprises baisse de 0,4%, celui des ménages de 1,5% au premier trimestre 2026. Le MEDEF craint une récession. Quand les entreprises n'investisseront plus, quand elles ferment plus qu'elles ne se créent, c'est toute la dynamique économique du pays qui s'enraye dans une spirale dont les effets sur l'emploi et le pouvoir d'achat aggravent encore la situation. Sixième raison, l'insécurité qui progresse et devient la deuxième préoccupation des Français, avec des violences physiques et sexuelles en hausse documentées. L'insécurité est devenue la deuxième préoccupation des Français en 2026. 42% la placent parmi leurs priorités selon l'étude Odoxa de décembre 2025, juste derrière le pouvoir d'achat. Et cette préoccupation n'est pas irrationnelle, elle est documentée par les données officielles. Selon l'enquête nationale vécue et ressentie en matière de sécurité publiée le 30 octobre 2025, 643 000 adultes déclarent avoir été victimes de violences physiques, une hausse de plus de 7% en un an. Les violences sexuelles atteignent
1,8 million de victimes, en hausse de plus de 16%. Le sentiment d'insécurité progresse fortement, y compris dans les transports, les centres urbains et des zones jusqu'alors considérées comme tranquilles. Cette diffusion de l'insécurité au-delà des seuls quartiers historiquement sensibles est l'une des réalités les plus documentées de la France de 2026. Les personnes dénoncent de plus en plus souvent la violence parce qu'elle leur est de plus en plus insupportable alors qu'elles pouvaient davantage s'y résigner autrefois. La loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, dont la mise en œuvre s'échelonne jusqu'en 2029, et la reconnaissance législative officielle que les outils ordinaires ne suffisent plus face à un narco-banditisme qui a structuré des territoires entiers selon ses propres règles. Une reconnaissance qui dit l'ampleur d'un problème que les discours officiels ont longtemps euphémisé. Septième raison, la désertification médicale qui prive 6 millions de Français de médecins traitants dans un système de santé au bord de la rupture. 87% du territoire national est classé en situation de fragilité médicale selon les propres mots du Premier ministre. 6 millions de Français n'ont pas de médecins traitants, dont 400 000 patients en affection de longue durée. Et sur les 5 dernières années, 73% des Français ont renoncé à au moins un acte de soins selon le baromètre FHF de mars 2026. Le système de santé français, longtemps présenté comme l'un des meilleurs du monde, se dégrade à une vitesse documentée par l'Atlas de la démographie médicale de l'Ordre des médecins. Entre 2010 et 2026, la Creuse a perdu 19,3% de ses médecins, le Cher 17,3%, la Haute-Marne 16,7%. Des départements entiers dont l'accès aux soins recule dans des proportions qui n'ont pas d'équivalent dans les pays développés comparables. Et la sécurité sociale fait face à un déficit de 15,3 milliards d'euros qui menace la pérennité même du système de soins. Cette désertification médicale n'est pas seulement un problème de santé, c'est un facteur majeur de fragilisation territoriale. Les zones qui perdent leurs médecins perdent aussi leur attractivité, leur famille, leur commerce, dans un cercle vicieux documenté qui aggrave les fractures territoriales françaises. Et les 888 cas de scorbut recensés en France en 2024, une maladie éradiquée depuis la fin du XXe siècle, sont un signal sanitaire d'une gravité que la direction de la santé publique a reconnue publiquement. Huitième raison, la crise du logement qui rend impossible de se loger, avec près de 3 millions de ménages en attente d'un logement social. À la fin du premier trimestre 2026, la France comptait 2,94 millions de ménages en attente d'un logement social, une hausse de 56% depuis 2015. Moins d'une demande sur 10 reçoit une réponse positive. Et pendant que des millions de Français ne trouvent pas à se loger, 3,1 millions de logements restent vides. Un paradoxe qui dit l'ampleur d'une crise du logement dont les mécanismes échappent aux réponses publiques. Le nombre d'annonces de location a chuté de 31,9% entre octobre 2021 et octobre 2024. Les mises en chantier de logements ont baissé de 22,2% au moment précis où la demande explose. Montpellier, plus 83%, Toulouse, plus 45%, Lyon, plus 40%. Cette équation impossible, moins de construction, plus de demandes, produit dans les grandes villes françaises une tension locative qui transforme la simple recherche d'un toit en parcours du combattant. Le poids du logement dans les dépenses contraintes des ménages a plus que doublé depuis 1960. Et pour les jeunes, les familles modestes et les retraités aux pensions fixes, cette réalité signifie qu'une part croissante de leurs revenus est absorbée par le seul logement, laissant un reste à vivre insuffisant pour les autres besoins essentiels. Se loger dignement en France en 2026 est devenu, pour des millions de personnes, un défi quotidien dont les discours officiels ne mesurent pas toujours l'ampleur. Neuvième raison, l'exode des Français qui quittent leur pays en nombre croissant, emportant leurs talents, leur épargne et leurs impôts. Au 31 décembre 2025, 1784 975, Français étaient inscrits auprès des consulats à l'étranger. Et le ministère des Affaires étrangères estime le nombre réel autour de 3 millions. En 2025, 27% des adultes vivant en France déclaraient vouloir s'installer définitivement à l'étranger s'ils en avaient la possibilité. Plus du double de l'année précédente selon le baromètre Gallup. Ce chiffre dit la profondeur d'un désenchantement qui se traduit chaque année en départ réel. 15% des diplômés des écoles de commerce s'expatrient chaque année. Et 1,2 million de retraités français vivent désormais à l'étranger, une hausse de plus de 50% en 5 ans selon la Canav. La France perd ses cerveaux formés dans ses universités aux frais du contribuable, ses entrepreneurs dont les entreprises créeront des emplois ailleurs, ses retraités dont les pensions et les dépenses de santé bénéficieront à d'autres économies. Ce que la France perd dans cet exode silencieux n'est pas seulement des individus, c'est de la richesse, du dynamisme, de la matière grise et des recettes fiscales. Pendant que d'autres pays se battent pour attirer les talents et les retraités français avec des dispositifs fiscaux attractifs, la France les laisse partir. Un signal que ces millions de Français envoient sur ce qu'ils pensent vraiment de l'avenir que leur pays leur propose, un vote silencieux mais éloquent qui dit l'ampleur de la crise de confiance.
Et 10e raison, la crise démocratique et la perte de confiance dans les institutions qui laissent le pays sans cap clair face à des défis qui exigent des réponses fortes. Les indicateurs de confiance des ménages sont désormais inférieurs à ceux observés pendant la crise sanitaire du Covid ou même durant la période des Gilets jaunes. Cette défiance envers les institutions politiques et économiques est peut-être la donnée la plus alarmante de toutes, parce qu'elle mine la capacité collective à répondre aux défis qui s'accumulent. Un pays qui ne croit plus en ses institutions est un pays qui a du mal à se réformer, à se projeter, à agir avec la détermination que la gravité de sa situation exige. L'instabilité politique et budgétaire est documentée. Le projet de loi de finances déposé en octobre 2025 a été profondément transformé au Parlement, adopté au 49.3 dans un climat d'incertitude qui fragilise la crédibilité de l'État sur les marchés. La suspension de la réforme des retraites, les débats sur de multiples nouvelles taxes, l'incapacité à dégager des majorités stables, autant de signaux d'une paralysie politique qui empêche les réformes structurelles dont le pays aurait besoin. Et cette instabilité a un coût concret. La hausse des taux à 3,8% signale une perte de confiance manifeste des marchés qui craignent d'un scénario de dérapage budgétaire. Quand un pays perd la confiance de ses citoyens et de ses créanciers simultanément, il entre dans une zone de fragilité dont il est extrêmement difficile de sortir sans un sursaut collectif que les divisions actuelles rendent improbable. C'est peut-être là le cœur de la dégradation française de 2026. Non pas un seul problème, mais l'accumulation de crises qui se renforcent mutuellement dans un contexte où la capacité collective à y répondre s'est elle-même érodée. Ces 10 raisons ne sont pas des opinions, ce sont des constats documentés par les institutions officielles de la République française elle-même, l'INSEE, la Banque de France, le FMI, la Commission européenne, l'Ordre des médecins, l'Observatoire des inégalités, tous convergent vers le même diagnostic. La situation se dégrade en France, et cette dégradation est mesurable, chiffrée et de plus en plus difficile à nier. Mais nommer une réalité n'est pas s'y résigner. La France a des atouts considérables, une population qualifiée, des infrastructures de premier plan, un patrimoine culturel incomparable, des entreprises de rang mondial. La question n'est pas de savoir si la France peut se redresser, elle en a les moyens. La question est de savoir si elle en aura la volonté collective, la lucidité et le courage. Et cela commence par regarder la réalité en face, avec l'honnêteté que ces 10 chiffres exigent. Si cette vidéo vous a apporté des données officielles sur une réalité que vous ressentiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Et dites-nous en commentaire, laquelle de ces 10 raisons vous préoccupe le plus? Et pensez-vous que la France peut encore se redresser?